Nous voici donc avec Stéphanie Nico, directrice artistique du Festival des Imaginales, qui fait le plaisir d'être parmi nous et de répondre à quelques-unes de nos questions autour du festival, de la manière dont il s'organise, autour des nouveautés aussi du festival cette année, et de la manière dont le festival a géré la crise pendant le Covid. Du coup, cette vidéo est préenregistrée, parce que comme Stéphanie va nous l'expliquer, la, euh, la période qui s'annonce pour elle va être très intensive. Et voilà, moi, je vais lui laisser la parole afin qu'elle puisse se présenter à nous et qu'elle nous explique un peu son parcours. Comment est-ce qu'elle est arrivée justement à son poste de directrice artistique du festival et pour aussi nous expliquer un peu en quoi il consiste et, euh, et en quoi il consiste. Voilà, je vous laisse la parole, Stéphanie. Merci tout d'abord de m'accueillir. Pour dire vite, je suis d'abord une lectrice avant d'être une professionnelle maintenant de l'édition et de la littérature. J'ai commencé par lire des livres à 6 ans et quelques mois, donc vraiment j'ai tout de suite été passionné par la lecture. J'ai lu des tas de choses et puis à la vingtaine seulement, je suis une lectrice tardive de science-fiction, de fantasy et de fantastique. J'ai découvert, entre autres, deux grands auteurs américains, Philip K. Dick, évidemment, qu'on ne présente plus, et qui a une grande influence aujourd'hui, aussi bien pour le cinéma que pour la littérature, et puis aussi l'autrice de La main gauche de la nuit, une immense autrice américaine que, euh, que moi j'ai adoré tout de suite. C'est aussi des rencontres. Voilà. Je crois que la première chose qu'on peut dire, c'est travailler dans le domaine de la littérature, c'est avant tout deux choses. La première, c'est le fait qu'on aime lire, et la seconde, c'est qu'on rencontre, non pas personnellement, au début en tout cas, mais qu'on rencontre par la lecture des auteurs, des autrices. Et donc la deuxième, c'était évidemment l'immense Ursula K. Le Guin, qui est une des grandes pointures de la littérature américaine en général et de la science-fiction en particulier. Voilà comment ça a commencé. Après, le hasard des rencontres, j'ai fait quelques critiques dans des revues comme Fiction dans les années 80. Et puis peu à peu, j'ai commencé à en faire un peu plus, et tout en ayant, comme beaucoup d'autres gens, un métier, je dirais, alimentaire, qui était au ministère des Finances, pour ne rien vous cacher. Euh, je me suis intéressé à cette littérature, j'ai commencé à publier des articles, des interviews, des reportages, et puis peu à peu, c'est devenu en partie mon métier à temps partiel, puis à temps plein. Et c'est comme ça qu'au début des années 80, j'ai d'abord fait des anthologies, corrigé des livres, enfin fait ce genre de travail. Puis, au début des années 2000, en 2001, la ville d'Épinal, qui avait envie d'organiser un grand festival littéraire qui devait être, mettons dit, à la fois populaire et grand public. Et le défi est venu me chercher. C'est pas moi qui les ai rencontrés d'abord, ils sont venus me chercher, connaissaient un petit peu donc mon travail, et m'ont proposé de mettre sur pied, avec les équipes culturelles de la ville d'Épinal, ce festival qui est devenu les Imaginales, un festival, pour dire vite, fantastique, science-fiction et fantasy, et en particulier la fantasy, qui est notre dominante, un peu notre marque de fabrique, même si on s'intéresse aux deux autres littératures de l'imaginaire, tout simplement parce que c'était la période où on voyait toute une série de films, comme évidemment les adaptations de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, et puis aussi les romans, puis les films inspirés d'Harry Potter, qui étaient quand même les deux grands ouvrages de fantasy. Voilà pour dire vite comment on devient une professionnelle de la littérature, voilà comment on devient directrice artistique d'un festival majeur de la littérature de fantasy et d'imaginaire. Et puis bien évidemment, à côté de ça, je fais des anthologies, je publie des postfaces, des préfaces, j'anime des conférences dans divers endroits de France, là où on me sollicite. Et puis, je suis directrice de collection, d'une collection de space opéra, de planète opéra, donc de science-fiction, pour les éditions Scrineo. Voilà pour dire vite mon parcours, mes passions, et puis évidemment, on pourra peut-être développer qu'est-ce que c'est concrètement le métier de directrice artistique de festival.
Justement, j'allais vous poser la question parce que je suis un peu curieux parce que depuis cette année, ces derniers mois, qu'est-ce que vous avez fait en fait un peu concrètement pour le festival? En quoi ça a justement consisté? Vous contactez les auteurs? Comment est-ce que vous les choisissez? Comment est-ce que vous les répartissez? Vous faites des conférences? Voilà, qu'est-ce qui fait aussi un peu la sélection d'un côté, mais aussi un peu l'identité ou la spécificité peut-être aussi des Imaginales, hein, que vous souhaitez porter. Bien sûr, alors, pour dire le métier, pour les gens qui sont curieux de savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait, on travaille d'abord toute l'année et je dirais même que, par exemple, le festival a lieu en ce moment, eh bien, le festival des Imaginales, il est déjà en préparation pour 2022 et je réfléchis déjà à 2023. Voilà, on travaille très en avant. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire, ça ne s'improvise pas. Qu'est-ce qu'il faut pour s'occuper d'un festival? C'est-à-dire de la programmation. Je choisis, en liaison évidemment avec le directeur du festival, qui est en même temps le directeur des affaires culturelles de la ville d'Épinal, Stéphane Vizère, je choisis les auteurs et les autrices, je propose un thème, on en discute, parfois on demande à d'autres, on phosphore en équipe, c'est aussi un travail d'équipe, il faut animer des équipes, participer au travail d'équipe, et ça tombe bien, j'aime ça. J'aime bien travailler seul parfois pour écrire, publier, mais j'aime bien aussi travailler avec des équipes, soit directement sur le terrain, soit plus souvent par téléphone, tous les moyens du numérique, hein, qui sont quand même un grand atout pour animer des manifestations aujourd'hui. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se fait. Donc j'ai évidemment un carnet d'adresses, c'est-à-dire que comme je travaille dans ce milieu depuis plusieurs dizaines d'années, de plus en plus, et à la fin, je suis devenu au début des années 2000 une professionnelle du domaine, ben, je connais tous les auteurs français quasiment. Enfin, je crois que je les connais tous, les autrices. Je regarde un peu ce qui sort de nouveau dans les revues. Des amis me recommandent des livres. Je reçois des livres par les éditeurs, évidemment, qui attirent l'attention sur leur production. En France, ça va de soi, puisque la majorité des auteurs invités sont français, autour de 150 hein, à peu près aujourd'hui. Et puis évidemment des auteurs venus du monde entier, bien sûr des auteurs et des autrices américains. Ça va de soi parce que c'est quand même une des grandes littératures des États-Unis, mais aussi britanniques, allemands, espagnols, latino-américains, des gens qui sont venus de Cuba, d'Argentine. Enfin voilà, c'est aussi un regard sur ces littératures dans le monde entier. Alors comment je travaille? Je lis beaucoup, ça tombe bien, j'adore ça. Donc je lis les livres que je reçois ou qu'on me recommande. Je suis certains auteurs parce que j'ai aussi des coups de cœur, des auteurs dont j'estime qu'ils sont vraiment des auteurs majeurs à faire connaître au lectorat ou à inviter régulièrement. Je pense à Robin Hobb, qui est une immense autrice de fantasy, qui nous a fait l'amitié de venir à Épinal dès 2003, dès la deuxième édition du festival, et qui revient tous les 2-3 ans maintenant régulièrement, et qui disait dans une interview récente qu'elle avait vu le festival se développer. C'est vrai, parce que quand elle est arrivée en 2003, on l'avait prévenu qu'on démarrait. Elle me connaissait, pas personnellement, mais par lien. On s'écrivait à l'époque, ce n'était pas encore les premiers mails, parce que j'avais publié une de ses nouvelles dans une revue de science-fiction que je dirigeais. Bon, elle avait bien aimé la revue qu'on lui avait envoyée. Et puis, à partir de ce moment-là, un lien s'était créé. Et elle m'avait fait confiance, ce qui était courageux, de traverser l'Atlantique pour venir dans un festival dont c'était la deuxième édition. On était 1200 hein, pour la deuxième édition. C'était tout petit. Et elle est revenue 2 ans après. Et en fait, elle est revenue régulièrement et elle a vu le festival grandir. Elle nous a fait confiance en voyant la formule des Imaginales. C'était chaleureux, c'était convivial, il y avait des débats de qualité, mais il y avait une vraie proximité avec les auteurs et les autrices pour les dédicaces, pour les moments. Le fait qu'à part un repas des auteurs, les auteurs invités mangeaient dans les restaurants d'Épinal, donc au milieu du public. C'était cette idée de proximité, de chaleur humaine, de convivialité. C'est un des mots qu'un journaliste a repris, qu'on reprend nous-mêmes maintenant. Un festival, je crois, où vraiment on aime la littérature, tous les arts qui sont autour de la littérature, et puis évidemment, on apprécie la présence des écrivains et la façon de pouvoir leur poser des tas de questions lorsqu'ils sont au petit déjeuner. On fait des petits déjeuners, des déjeuners, donc sur 20 personnes, c'est sur inscription, on n'est pas beaucoup. Voilà, vous avez l'auteur que vous admirez ou l'autrice que vous admirez, vous prenez un petit déjeuner le matin à Épinal avec, dans un des cafés de la ville ou au restaurant le midi. C'est des choses qui ne se font pas partout et qui font un peu notre marque de fabrique. On rencontre les jeunes aussi, on a des prix lycéens. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est un peu ça, le travail d'une directrice artistique, en liaison encore une fois avec toute l'équipe.
Et évidemment, je ne fais pas tout. Il y avait surtout les équipes de la ville d'Épinal qui sont des salariés de la ville qui font un travail incroyable pendant le festival et pendant toute l'année. Et puis, on a aussi évidemment un directeur du festival qui, lui, travaille en particulier sur la question de l'affiche. Je suggère parfois des affichistes, mais il est aussi passionné d'illustration et de bande dessinée, donc c'est un peu son domaine réservé, comme dans un gouvernement, le gouvernement littéraire des Imaginales, je plaisante, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et on échange en permanence toute l'année, on se téléphone, on se rencontre, on prend un petit déjeuner ou un déjeuner ensemble. Voilà, et puis avec toute l'équipe, parfois on fait des réunions d'étape. C'est vraiment, bien sûr que je travaille en solo et de façon solitaire par moment, mais toujours irrigué par tout un milieu et toute une communauté et aussi évidemment par toute une équipe. Encore une fois, un festival comme ça, c'est le festival de la ville d'Épinal, il ne pourrait pas se faire sans tous les talents. On a parfois la mode de dénigrer les fonctionnaires. Moi, je peux dire que les fonctionnaires de la ville d'Épinal, ils sont vraiment au service du public, que ce soit sur le culturel adresse. Et moi, je suis extrêmement heureuse de travailler avec eux. C'est vraiment aussi assez exceptionnel, comme vous le dites, il y a une telle concentration aussi de talents internationaux dans la fantaisie qui viennent pendant quelques jours à Épinal. Et ce qui est vraiment chouette, justement, c'est que vu que c'est une petite ville, c'est que tout le monde peut se croiser. Il y a une vraie proximité, en fait, C'est ça. qui est assez singulière. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de festivals de ce niveau-là qui peuvent, voilà, où on peut rencontrer finalement aussi facilement des auteurs ou des acteurs de la fantaisie. Alors, c'est exactement ça. Vous avez bien compris un peu l'esprit de la ville et du festival. On a cette proximité. Alors, encore une fois, on essaie de faire, les gens nous le disent, les journalistes, les subventionneurs aussi. Je pense au Centre national du livre, je pense à, évidemment, la région, le département, voilà, etc. On a beaucoup d'appui. Les éditeurs aussi qui sont engagés, y compris économiquement à nos côtés. On a vraiment, parce qu'un festival, ça se construit par agrégation de talents, de soutien, d'amitié, c'est aussi tout ça. Et puis, oui, les restaurants, par exemple, qui parfois ferment le dimanche, ils ont aussi droit, les restaurateurs, parfois un peu de repos. Et bien là, pendant les Imaginales, il y en a plus d'un qui reste ouvert exceptionnellement pour les festivaliers et pour le public. Parce qu'un festival, c'est aussi une affaire économique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui irrigue un territoire. Il y a eu des enquêtes qui ont été récemment faites par le Centre national du livre et qui disent très clairement, pour 1 euro investi par les collectivités publiques, il y en a 4 qui reviennent ensuite pour irriguer le territoire, par les restaurations, les hôtels, l'ensemble des services. Il y a vraiment, c'est aussi quelque chose qui fait partie de la ville. Il y a des expositions dans toute la ville, dans divers endroits. Au début, c'était juste sur un tout petit espace. Aujourd'hui, bien sûr, cet espace central où on se retrouve, il continue à être le lieu, le cœur battant du festival, mais il y a toute une série d'initiatives qui se font un peu partout dans la ville, et c'est ça aussi qui fait la richesse du festival. Alors, c'est un peu particulier cette année, on en reparlera, mais avec ce problème de Covid qui nous a tous touchés à des degrés divers, on a dû annuler l'édition de 2020. On a néanmoins tenu une petite édition avec une trentaine de personnes à l'automne 2020. Donc, on n'a pas totalement renoncé. On a fait beaucoup de choses en ligne, un colloque en ligne. Les actes du colloque vont être publiés là pour le mois de mai. On a fait des conférences en ligne. On a publié des nouvelles en ligne que les auteurs nous ont données, qui étaient parues il y a 20 ans, dont plus personne, à part ceux qui avaient encore les livres, se rappelait. Donc, on a pu les mettre en ligne. On a eu des interviews, on a eu des rencontres. Et par exemple, aux Imaginales, comme on le fait cette année, comme on le fera l'année prochaine, comme on le fait depuis toujours, enfin en tout cas depuis longtemps, on a par exemple des rencontres entre les auteurs et des éditeurs. C'est-à-dire que des jeunes auteurs, apprentis auteurs, qui amènent leur premier roman, qui n'ont jamais publié, viennent pour rencontrer 5 ou 6 éditeurs à qui ils proposent leur manuscrit. Ils envoient un petit synopsis, un petit scénario rapide. Ils viennent, évidemment ça se passe sur 10-15 minutes, c'est rapide, mais néanmoins, avec des professionnels, ils repartent au pire avec des conseils de présentation, de façon de présenter leurs livres, ah bah vous me proposez pour des adultes, en fait non, c'est des livres pour les jeunes, vous voyez. Donc prenez plutôt contact avec des éditeurs, il y a tous ces conseils-là. Et puis aux Imaginales, chaque année, il y a des manuscrits qui accrochent, il y a des rencontres qui se font, des contacts qui se poursuivent, et puis des jeunes apprentis romanciers vont placer leur premier manuscrit. On fait aussi ce travail d'accompagnement. On fait aussi une formation qui est ouverte à tous. Bon,
On rémunère évidemment, donc il y a une petite inscription payante, mais on n'exagère pas, on ne gagne pas d'argent. Hein. C'est au prix coûtant, on récupère simplement la rémunération des deux intervenants, qui sont des professionnels du milieu, où 15 à 20 maximum stagiaires vont profiter pendant un jour et demi de leurs conseils, de comment on construit un personnage, comment on construit un scénario, et aussi comment on a des rapports avec le milieu professionnel de l'édition. Casser un peu les idées reçues, parfois un peu bébêtes, et puis en réalité expliquer comment ça se fait, comment on travaille avec eux, comment on essaie de proposer un livre, comment on s'oriente dans ce maquis quand même très très vaste et très divers de la littérature. Voilà, c'est un peu tout ça qu'on fait aux Imaginales. Il y a ce festival grand public avec un peu de cinéma, un peu de théâtre, un peu de musique, des expositions, beaucoup de littérature évidemment, c'est le cœur du festival. Et puis, il y a aussi toute une série d'initiatives. Là, depuis 2 ans, on organise des rencontres entre des auteurs et des autrices de fantasy, de science-fiction fantastique, et des producteurs de télé et de cinéma, avec l'idée que Netflix, c'est quand même, je les cite, mais il y en a d'autres, Amazon et compagnie, il y a quand même des choses qui sont incroyables en séries télévisées. Il n'est pas normal que la France ait un tel retard sur les séries télévisées de science-fiction, de fantasy, et il est vraiment temps qu'on le rattrape. Et donc, pour ça, il faut mettre en contact des producteurs, souvent plus jeunes que les générations précédentes, qui s'intéressent, qui ont cette culture-là, et qui cherchent de bonnes idées, de bons scénarios pour faire des films ou des séries télé. Voilà, on essaie aussi d'être un go-between, il n'y a pas de bonne traduction française, alors j'emploie le terme anglais, des passeurs, voilà, et des passeuses, pour faire se rencontrer les gens. C'est aussi ça, on déjeune beaucoup, on petit déjeune, on prend un café, on discute. Les gens, au-delà des choses institutionnelles qu'on fait, il se passe plein de choses. Il y a plein de restes de repas, de discussions. Moi, j'ai signé des contrats aux Imaginales et je ne suis pas la seule. Voilà, on fait des rencontres aussi. Parce que, je ne sais pas vraiment si on peut dire ça, mais on dirait quand même que le festival, qui a sa 19e édition, si je ne me trompe pas, il accompagne en fait aussi, on dirait qu'il est un peu représentatif du développement de la fantasy en France, parce que, comme vous disiez un peu avant, c'est que au début, il y avait finalement pas tant d'auteurs francophones qui étaient connus, ou parfois la fantasy française, elle peut avoir un peu une mauvaise image, où les auteurs n'étaient pas toujours connus ou reconnus. Et voilà, on dirait que d'année en année, finalement, la lecture de ce type de littérature se développe. Et en même temps, on a aussi une création française qui s'est beaucoup développée, et qui maintenant, effectivement, vise aussi, je trouve que c'est très juste ce que vous dites par rapport à l'audiovisuel, parce qu'on a une création d'excellence en fantasy, et voilà, qui mérite vraiment d'être reconnu. Vous avez tout à fait résumé le projet du festival, c'est en effet repérer, soutenir, accompagner, promouvoir, bien sûr, les auteurs reconnus du monde entier, entre autres nos amis britanniques et américains, parce que c'est quand même des grandes science-fiction et des grands producteurs de fantasy, évidemment, tant en littérature qu'au cinéma ou en série télé, on le voit régulièrement, mais c'est aussi faire connaître, favoriser, développer, soutenir les auteurs et les autrices français. C'est pour ça d'ailleurs que depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, on a mis en place ce qu'on appelle le coup de cœur du festival, c'est-à-dire que au-delà du pays invité, au-delà du thème du festival, qui représente en gros 20% simplement de la programmation, c'est un thème, un focus, je dirais plus qu'un thème d'ailleurs. À côté de ça, il y a beaucoup de choses de façon généraliste sur des tas de sujets. On fait ce coup de cœur, c'est-à-dire qu'on met un coup d'éclairage sur un auteur qui déjà est professionnel ou semi-professionnel, parfois ils ont un métier à côté, surtout au début, et parfois ils ne font que ça, peu importe, mais un auteur ou une autrice qui a du talent, on le repère souvent dès le premier roman, qui a des vraies idées, qui débute une carrière, et par exemple, c'est le cas là, cette année, de Floriane Soulas, que j'ai choisi. Je l'ai choisi au vu de son premier roman, je me suis dit, bientôt, ça pourrait être le coup de cœur du festival. Quel talent! Elle a raflé 3 prix sur son premier roman, dont le prix Imaginal des lycéens, mais 2 autres prix importants dans le domaine, face à des grands professionnels qui avaient 10, 15 ou 20 romans derrière. Donc, pour un premier roman, c'est pas fréquent. Donc, ça, tout de suite, elle a été remarquée. Son second roman était aussi un beau roman de qualité. Et donc, ces 2 livres ont été repris ensuite en poche par l'édition Pocket,
c'est pas tous les jours non plus qu'un auteur ou une autrice, même de talent, voit ses 2 premiers romans republiés en poche. Ces nouvelles ont commencé à être acceptées dans les anthologies et demandées. Quand on commande des nouvelles à une jeune autrice comme ça, c'est des signes. Et puis, elle a écrit un 3e roman pour ma collection. Il se trouve que je lui ai demandé, voyant le talent que j'ai vu dans ses premiers romans, je lui ai tout de suite demandé si elle accepterait. On allait lancer chez Scrigno une nouvelle collection pour adultes de romans de space opéra. Là, c'est le côté plutôt science-fiction de fantasy. Et je lui ai dit, elle n'en avait jamais écrit, est-ce que tu as envie d'être une des 2 autrices? Le prochain, ça sera Pierre Bordage. Donc là, on ne le présente plus, c'est une des sommités de la science-fiction et de la fantasy française, surtout de la SF, lui, mais aussi de la fantasy. Et donc, je voulais aussi une jeune signature. Il s'est trouvé que c'est tombé sur une jeune femme qui est une scientifique, qui travaille dans le domaine scientifique et qui s'intéresse beaucoup à la littérature, puisqu'elle est devenue romancière et novelliste. Et donc, normalement, je n'aurais pas dû sortir ce livre pour les Imaginales. Il se trouve qu'avec le Covid, on a dû reporter le festival pour des raisons sanitaires du printemps, comme il se déroule habituellement et comme il se déroulera en 2022, à l'automne. Et donc, on avait planifié pour octobre la parution de ce livre. Bon, ben, du coup, j'ai la chance, et le festival a la chance incroyable d'avoir le tout nouveau roman, 3e roman de Florian Soulas, juste pour le festival. On l'a même en avant-première parce qu'il sortira une semaine après le festival. Donc là, vraiment, la première série d'impressions, c'est pour nous. Donc les lecteurs pourront découvrir. Évidemment, moi, je l'ai lu puisqu'on a travaillé ensemble sur ce livre. C'est un livre remarquable, grand public, intelligent, plein de rebondissements, avec des magnifiques personnages féminins. Ben oui, dans l'espace et dans le futur, les femmes jouent jeu égal avec les hommes, voilà, même s'il y a encore des problèmes et tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui à la fois parle de nous, parle d'aujourd'hui, des problèmes, des soucis, des difficultés, des conflits, mais qui aussi projette l'humanité, et c'est ça, être optimiste aussi par les temps qui courent, le projette dans un futur pas toujours parfait, mais qui existe encore, ce qui est déjà pas mal, avec les inquiétudes qu'on peut avoir aujourd'hui sur le réchauffement climatique, sur les conflits et autres qui interrogent notre société. Donc, il parle d'ailleurs, il parle de l'espace, il parle du futur, il parle de nouvelles technologies, ils mettent en scène des personnages fabuleux, mais ces auteurs et ces autrices, ils sont aussi capables à partir de cette évasion qu'est la littérature de fantasy, de fantastique et de science-fiction, ils sont aussi capables, ou elles sont capables, en l'occurrence pour Florian, de nous faire réfléchir sur nos sociétés. C'est un peu aussi le rôle, en tout cas c'est ce que fait aussi la littérature. Et donc voilà, c'est ça le coup de cœur, ça veut dire qu'elle aura 7 ou 8, je ne sais plus exactement le nombre, interventions en 4 jours, ce qui donc est une façon de dire au public, regardez cette jeune, elle a une trentaine d'années, début de trentaine, et déjà grande signature. Et évidemment, chaque année, on présente comme ça un auteur ou une autrice au public des Imaginales. C'est ça le travail qu'on fait, c'est un travail de fond, de soutien. Bien sûr, on invite aussi chaque année une 10e de primo-romanciers, c'est-à-dire de jeunes auteurs et autrices qui viennent de sortir leur premier roman. Et est-ce que vous pensez aussi qu'il y a un peu plus d'autrices? Est-ce que vous observez que sur les années, qu'il y aurait un peu plus d'autrices qui viennent aux Imaginales? Ou est-ce que c'est une problématique qui vous est chère aussi? Alors, d'abord, moi, je crois, voilà, j'ai été éduqué toute jeune à l'égalité, donc moi, je crois profondément aux valeurs d'égalité dans la société, quels que soient les gens, et donc, évidemment, à l'égalité de base qui est celle entre les hommes et les femmes, même si ce n'est pas tout à fait réglé, ça l'est, je dirais, en droit en France, au moins, mais on voit bien que sur la planète ou parfois dans notre pays, en pratique, ce n'est pas toujours aussi simple, hein, il y a encore toute une série de choses à faire avancer. Oui, évidemment, on ne peut pas y être insensible, mais surtout, j'observe la réalité, c'est-à-dire que j'observe les phénomènes, et souvent les phénomènes anglo-saxons, parfois on les dénigre, parfois ils ont leurs défauts comme nous, mais les anglo-saxons parfois aussi ont de bonnes idées et des vraies compétences. Et en littérature, je me suis rendu compte, en particulier en fantasy, mais c'est vrai aujourd'hui en science-fiction, qu'on a une véritable parité. On a autant d'hommes que de femmes, et réciproquement, qui écrivent d'excellents livres de fantasy, de science-fiction aux États-Unis et dans d'autres pays. Et donc, le phénomène est arrivé plus tard, mais en France, on a vu, d'abord dans la littérature de jeunesse, puis progressivement dans la littérature adulte, en fantasy d'abord, et puis ensuite en science-fiction, on voit arriver de plus en plus de femmes. Et là, cette année, alors je ne l'ai pas fait exprès, je ne peux pas vous dire à 1 ou 2% près, mais on est à peu près en littérature autour de
38 à 40% de femmes parmi les auteurs et les autrices invités. Ce n'était pas du tout le cas il y a 20 ans quand on a lancé le festival, enfin 19 ans, et ce n'est pas encore évident partout, mais tout simplement parce que le talent n'a pas de sexe, le talent n'a pas de genre, le talent n'a pas de couleur de peau. Le talent, c'est tout simplement du travail d'abord. Je crois qu'Einstein le rappelait, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sueur. Et puis c'est aussi avoir des idées, les faire aboutir, construire des personnages, des histoires, nous faire rêver. C'est ça qu'on attend. Moi, d'une certaine façon, ça m'est indifférent de savoir si la personne qui me fait rêver est un homme, une femme. Voilà, ce n'est pas important pour moi. Ce qui est important, en revanche, c'est la qualité des personnages, la qualité de l'histoire. Et c'est vrai que les jeunes femmes et les femmes en général apportent peut-être un regard, alors pas toutes, hein. Il y a des hommes qui sont capables de faire ça, heureusement. Sinon, un romancier ne serait pas capable de se mettre dans la peau de personnages multiples. Mais j'ai remarqué que souvent, les femmes ont cette capacité d'être peut-être parfois plus ouvertes et de voir le monde différemment. Et du coup, ce regard les amène à peut-être rééquilibrer aussi dans les récits les personnages. Dans la science-fiction, plus que dans la fantasy, c'est vrai. Mais on voyait surtout des hommes comme personnages. Et dans la vie réelle, ce n'est pas le cas. Autour de nous, on voit bien que c'est à peu près réparti. Donc, il n'y a aucune raison que dans la littérature, on ne le voit pas. Donc, elles nous ont aussi apporté ça. C'est des personnages féminins forts, intelligents, qui jouent un rôle. Une mécanicienne, c'est dans un roman de science-fiction aussi efficace qu'un mécanicien. Si la personne est compétente, elle a été embauchée à juste titre. Voilà, c'est un peu aussi ça. Et puis c'est aussi des modèles. N'oublions pas quand même que s'il y a beaucoup de lecteurs, il y a encore plus de lectrices dans les littératures imaginaires, mais en général dans la littérature. Donc si les femmes, entre autres les jeunes femmes, ne se retrouvent pas aujourd'hui dans les romans, s'ils ne s'y retrouvent pas, à un moment donné, elles se désengagent de ces littératures-là. Donc c'est aussi un enjeu. Et puis je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont aussi envie de rencontrer des personnages féminins forts et pas juste des utilités comme il y a 30 ou 40 ans dans les romans. Enfin, ça reflète aussi la société. Donc ça me tient à cœur, mais aussi parce que ça fait des bons livres. Tout simplement, le fait d'être curieux, le fait d'être ouvert, encore une fois, peu importe que l'écrivain soit une femme ou un homme, mais c'est sûr que montrer une diversité, c'est une richesse, sinon on est dans les personnages habituels de clichés qu'on voyait il y a 40 ou 50 ans et encore parfois aujourd'hui. Ce sera mon avant-dernière question, mais je ne peux pas m'empêcher de la poser parce que vous savez qu'on est assez, on s'intéresse vraiment aux questions du numérique et justement, est-ce que vous pensez que le numérique, il a justement permis de découvrir de nouveaux talents? Parce que, comme vous l'indiquez, généralement, il y a plus de lectrices que de lecteurs. Et finalement, beaucoup de jeunes autrices semblent émerger d'abord par le biais du numérique. Et donc, c'est d'abord, vous allez peut-être me corriger, mais ouais, il me semble que c'est souvent d'abord une rencontre entre des lectrices et des autrices, et qui crée, on va dire, un lien assez particulier. Et ensuite, les éditeurs ou les festivals comme le vôtre découvrent ces auteurs. Et est-ce que, au moins partiellement, est-ce que vous pensez justement que le numérique a pu permettre un certain renouvellement de genre peut-être, au-delà de la question de l'égalité homme-femme, et on va dire de manière assez générale, peut-être découvrir, changer un peu le type d'écriture? Alors, je serais prudente, mais oui, en partie, en tout cas. Il faut, d'abord, c'est un moyen. C'est un moyen technique aussi. C'est une façon. Moi, je reçois les manuscrits aujourd'hui en version numérique. Hein, donc, je préfère faire un tirage papier ou demander exceptionnellement un tirage papier si vraiment je veux un confort de lecture à domicile. Mais là, le roman de Pierre Bordage que je vais publier chez Scrinéo au début de l'année prochaine, eh bien, j'ai fini sa lecture sur ma tablette dans le TGV, tout simplement, parce que c'est plus pratique que de trimballer 30 kilos de livres dans sa valise. C'est tout bête. C'est des moyens, c'est aussi des moyens d'avoir des contacts directs. Pendant la pandémie, ça nous a permis de maintenir un nombre d'activités littéraires du festival. Ça nous a permis de ne pas baisser les bras et de rebondir. Et même si la crise n'est pas finie, la crise sanitaire, on a découvert que les gens veulent lire. Donc tout ça nous a aidés, ces moyens numériques. Et puis, en effet, on a toute une série de jeunes auteurs et surtout de jeunes autrices qui publient d'abord en numérique et d'abord sur le net. Alors, il y a de tout, hein. Il faut vous dire la vérité. C'est aussi l'absence de filtre éditorial, l'absence de relecture et de retravail par des professionnels amène à ce que cette production soit d'une grande diversité. Il y a des très bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas abouties parce que les gens ne sont pas professionnels, ils n'ont pas eu ce filtre professionnel.
mettent ça directement sur le net, même par des plateformes bien connues que je ne citerai pas, mais que chacun reconnaîtra. Néanmoins, il n'y a pas eu tout ce travail éditorial, sinon il n'y aurait pas d'éditeurs. C'est pas, les éditeurs, ça sert à quelque chose. Les directeurs et directrices de collection, directeurs et directrices d'ouvrage, ça sert à quelque chose. Les traducteurs de qualité, ça sert à quelque chose. Donc, quand il y a vraiment des livres aux États-Unis ou en France, le phénomène a commencé bien sûr aux États-Unis, qui en numérique touchent un public, sont de qualité, au bout d'un moment, le bouche à oreille arrive. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce sont des lecteurs qui commencent à en parler aux professionnels. Et à ce moment-là, parce qu'on n'a pas le temps de lire, si vous voulez, quand vous recevez des livres qui sont passés par une maison d'édition, y compris parfois deux fois quand elles viennent d'un autre pays, je ne dis pas que le livre nécessairement est bon ou va vous plaire. Enfin, il y a un minimum de standards de qualité. Quand ils sont sur le net, il n'y a aucun standard. Donc, il y a le pire, beaucoup, et parfois le meilleur. Et quand c'est le meilleur, c'est souvent le bouche à oreille des lectrices qui amène un professionnel à dire tiens, j'ai entendu dire ça, je regarde. Et là, vous voyez très vite, quand vous êtes habitué, que c'est votre métier, dès les premières lignes, on peut juger un livre. C'est terrible de dire ça, mais dès l'attaque du livre, est-ce qu'il y a une bonne attaque? Est-ce qu'il vous prend tout de suite? En général, il n'est même pas passé au correcteur orthographique. Il faut dire ça. Des fois, les gens ne le passent même pas, ils le mettent sur le net sans l'avoir. Ça, c'est pas possible. Il n'y a pas un auteur, normalement, qui est passé par une maison d'édition qui laisse, sauf exception, passer des fautes de style graves, des fautes d'accord, voilà, on peut toujours, hein, mais c'est à la marge. Quand il y en a plein les pages, c'est fini. Le lecteur, surtout professionnel, il décroche. Donc, quand on repère un livre, alors qu'il n'a pas bénéficié de tout cet environnement favorable qu'est l'édition, même si économiquement parfois c'est compliqué, ça c'est un autre débat, mais quand un livre est repéré, ben, c'est très rapide. Un éditeur est informé, des gens le lisent, et à ce moment-là, l'auteur est contacté et on lui propose de le rééditer. Cette fois-ci dans le circuit professionnel, après au besoin un repassage qui améliore encore le bouquin, de façon à ce qu'il puisse ensuite rentrer dans le circuit des librairies, être diffusé normalement, être parfois traduit à l'étranger. Donc voilà, je réponds oui, mais avec sans mythifier non plus ce que c'est. C'est une nouvelle forme. Elle n'a pas de désavantages parce qu'elle ne donne pas ce filtre éditorial et cet environnement professionnel qui améliore les livres, mais parfois de bons livres et de très bons livres sortent sur le net, même si souvent il y a encore quelques scories qu'on peut, avec des professionnels, faire disparaître. Et à ce moment-là, on voit des livres. Bon, c'est ces succès-là qu'on parle. On ne parle pas de la masse des livres qui ne seront jamais lus par 20 personnes, bien sûr. Mais ces livres-là sont repérés, font l'objet de contrats d'édition classique et sont ensuite réintégrés dans le circuit professionnel. Donc oui, avec des limites, sans mythifier le phénomène, mais bien sûr que c'est un phénomène d'édition. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un débat cette année aux Imaginales qui porte sur l'auto-édition. Alors, Stéphanie, merci vraiment beaucoup pour toutes vos réponses vraiment passionnantes. Je pense qu'on pourrait continuer à discuter comme ça pendant des heures et des heures. Probablement, je suis une bavarde. Malheureusement, le temps nous a un peu compté. Là, il y a quand même une toute petite dernière question justement pour les personnes qui nous regardent et nous écoutent, qu'on salue. Vous pouvez juste nous dire peut-être un petit mot, des petits scoops sur ce que vous prévoyez pour la 20e édition des Imaginales? S'il y a déjà des petites choses que vous pouvez nous dire ou... Bien sûr, alors au-delà du coup de cœur qui est Florian Soulas, des auteurs déjà connus qui vont venir ou revenir aux Imaginales comme Pierre Bordage, comme Estelle Faye et comme bien d'autres. Ils verront donc l'anthologie napoléonienne, mais là, elle est déjà en librairie depuis juillet. Ils découvriront l'anthologie Frontières, puisque le thème cette année, c'est Frontières. Hein. C'est un thème évidemment qui suscite réflexion et débat. L'anthologie, donc 14 nouvelles plus d'auteurs et d'autrices. On présente chaque année ce panorama de la jeune fantasy et de la jeune SF française. Et puis aussi des auteurs et des autrices américaines. Je les regardais là. Il y a James Morrow, qui est un grand écrivain américain, un habitué. Samantha Shannon, qui est une toute nouvelle signature anglo-saxonne qui a été nominée au précédent prix Imaginal et qui nous arrive avec une nouvelle série talentueuse. On aura aussi Lavi Tidhar, qui est un auteur israélien, qui a écrit un livre dont la traduction française fera évidemment réfléchir, puisqu'il s'agit de Aucune terre n'est promise, un très beau titre qui réfléchit évidemment sur
la notion de frontière, la notion de barrière. Voilà, donc on a trouvé que c'était passionnant et que c'est un auteur évidemment qui s'inspire aussi des problèmes de sa société et qui sera là pour, au travers de la littérature d'imaginaire, nous en parler. Et puis, on aura aussi, je cherchais parce qu'il y a eu quelques petits changements, Robert Jackson Bennett, qui est aussi une des très grandes signatures de la fantaisie américaine contemporaine. Je pourrais en parler, vous l'avez bien remarqué, pendant des heures. Il y a plein d'auteurs et d'autrices, 150 invités, et je ne voudrais pas terminer sans oublier évidemment les illustrateurs et les auteurs de BD qui seront aussi présents. C'est aussi une chose qu'on a développée ces dernières années aux Imaginales. On a chaque année un peu des nouveautés, des évolutions. On reste fidèle à ce qu'est notre festival, un festival grand public, des littératures d'imaginaire, centré sur le livre, mais avec plein de choses autour, et puis avec plein d'initiatives professionnelles et semi-professionnelles, et surtout le bonheur de rencontrer nos auteurs et nos autrices pendant 4 jours, 150 invités, 63, si ma mémoire est bonne, tables rondes. On ne sera pas dans les lieux habituels qui ont fait le succès des Imaginales cette année, pour des raisons de date. On ne peut pas être au bord de l'eau à l'automne, ce ne serait pas prudent, et dans un parc qui d'habitude est merveilleux, mais qui pourrait, s'il pleut, on ne sait jamais. Donc on a choisi d'être là plutôt étalé dans le centre-ville sur plusieurs, avec un parcours en quelque sorte. Donc c'est un peu une édition un peu particulière, mais on va retrouver tout le bonheur des Imaginales, de la lecture, de l'échange, de la sympathie mutuelle. C'est un beau festival. Si vous n'y êtes encore jamais venu, je vous dis vraiment, vous ne serez pas déçus. Le seul danger, le seul risque que vous prenez, c'est si vous venez une fois, c'est fichu, vous reviendrez régulièrement. Merci beaucoup pour pour ces derniers mots. Et bah, on vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'était vraiment passionnant. Et Merci. évidemment, bah, on invite tout le monde à venir, revenir et revenir aux Imaginales. Du 14 au 17 mai, et en plus, à part quelques activités cinéma et autres, c'est gratuit. J'oubliais, il y aura une soirée d'une, c'est quand même, faut le dire, c'est le bon temps pour le faire, avec une table ronde, entre autres avec le journaliste Loïc Chéry, qui a fait ce superbe MOOC Dune, et après, on projettera Dune, alors on va dire, vous l'avez déjà vu? Non, vous verrez en version originale sous-titrée, c'est aussi un plus, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu une fois, qui vont vouloir le revoir, cette fois-ci avec la langue originale des interprètes. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.